Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la rédaction, la construction concrète d'une fiche d'arrêt. Quelles parties sont attendues et dans quel ordre? Vous allez voir, la fiche d'arrêt, c'est un exercice extrêmement normé, extrêmement précis, et donc dans tous les exercices de ce type, le plan attendu sera à peu près le même. Il est donc très important que vous puissiez le plus vite possible l'intégrer. On trouvera toujours les mêmes parties dans le même ordre. Il y aura parfois des toutes petites adaptations, mais vous allez voir, pour l'essentiel, la forme est toujours la même. Je vous le rappelle aussi, on parle de fiche d'arrêt parce que quand vous débutez dans vos études juridiques, on vous demande principalement d'analyser des arrêts de la Cour de cassation, éventuellement des arrêts de cour d'appel, mais on devrait parler plus exactement de fiches de décision de justice, puisque vous pouvez appliquer absolument à n'importe quelle juridiction la même logique. C'est très pratique. Alors que va-t-on trouver? Quelles étapes sont attendues dans une fiche d'arrêt? La première chose qu'on va trouver, c'est la présentation de l'arrêt. Dans la présentation, on va attendre trois choses. On va attendre d'abord le rappel, l'indication claire de la juridiction concernée. Si c'est la Cour de cassation, très bien, on rappellera de quelle chambre il s'agit. On aura aussi la date de la décision. Et puis on aura enfin, en deux mots, le champ très général du droit dans lequel la décision a été rendue, l'univers du droit à laquelle appartient cette décision. Donc une présentation avec le nom de la juridiction, la date, et puis en quelques mots, l'univers général du droit qui va être concerné. Ça sera la présentation. Deuxième élément qu'on attend, c'est le rappel des faits. Vous allez devoir rappeler dans l'ordre les faits en les présentant de manière chronologique. J'insiste sur cet aspect chronologique, pourquoi? Parce que la Cour de cassation, elle, ne suit pas cet ordre chronologique dans la présentation des faits, en général, en tout cas dans son mode de rédaction ancien, le mode qu'elle a employé dans une grande partie du XXe siècle. Le rappel des faits, vous allez faire dans l'ordre chronologique pour bien sûr qu'il soit intelligible, et donc vous allez devoir, si je puis dire, restructurer, réorganiser les éléments tels qu'ils apparaissent dans l'arrêt de la Cour de cassation. Une autre chose que vous allez devoir faire, c'est qualifier bien sûr juridiquement les éléments. Vous devez employer un vocabulaire qui n'est pas celui de la langue courante dans ce rappel des faits, mais qui est bien sûr le vocabulaire de la technique juridique. Bien sûr, c'est plus facile si le travail a déjà été fait par la Cour de cassation, par exemple. On va rappeler ensuite la procédure en puisant dans les différentes parties de l'arrêt tous les éléments qui nous permettent de la reconstituer. Très souvent, vous aurez peu d'éléments pour savoir ce qui s'est passé en première instance. En tout cas, si c'est un arrêt de la Cour de cassation, vous aurez au moins toujours des éléments sur la décision de la Cour d'appel. Donc on va rappeler par exemple la date, quelle cour est concernée, et on va essayer de reconstituer bien sûr laquelle des parties a pu d'abord faire appel, et puis ensuite, bien sûr après vous savez celle qui se pourvoit en cassation, mais c'est toujours intéressant quand vous rappelez la procédure de rappeler à qui les juridictions ont donné raison ou tort aux différentes étapes. Donc, rappel de la procédure en extrayant le maximum de détails de l'arrêt que vous avez à connaître. Ensuite, une partie importante, c'est le rappel des thèses en présence. Tout simplement, dans cette partie-là, vous allez indiquer de manière très claire les moyens du demandeur au pourvoi, si on est face à un arrêt de la Cour de cassation, d'une part, et d'autre part, les motifs de la Cour d'appel. On va rappeler les thèses en présence qui s'affrontent. Si on est devant la Cour de cassation, c'est qu'il y a un désaccord sur une compréhension d'un point de droit ou l'application d'un point de droit, et donc il va falloir que ces thèses montrent deux compréhensions opposées du même élément juridique législatif. Parfois, vous pouvez fusionner cette partie avec la précédente. Parfois, vous trouverez plus pratique en fonction bien sûr de la rédaction, du volume aussi, par exemple, de l'arrêt que vous aurez à traiter. Vous aurez besoin de fusionner les thèses et la procédure. C'est une option qui vous est offerte. Parfois, il est plus clair de séparer les deux. Une fois que vous aurez exposé les thèses, l'étape suivante devrait couler de source, c'est l'exposition, la présentation du problème de droit. Le problème de droit que va devoir trancher la juridiction qui vous intéresse, plus souvent en début la Cour de cassation, on l'a dit, le problème de droit qu'il faut présenter de manière claire et synthétique, de manière tout à fait explicite. Et puis, derniers éléments, on va attendre de manière obligatoire une indication de la solution qui a été proposée par la Cour de cassation, par exemple.
solution pour expliquer comment la Cour, elle, a tranché ce problème de droit, comment elle s'est positionnée par rapport aux diverses thèses en présence. Pour terminer votre arrêt, et seulement si c'est pertinent, vous pouvez faire une dernière partie qui va parler de la portée de l'arrêt. Alors, vous serez amené à la faire souvent parce qu'évidemment, surtout quand vous débutez, on ne va pas vous donner des arrêts, on ne va pas vous donner le plus souvent en tout cas des arrêts d'espèce, des arrêts dont l'efficacité, dont la portée est limitée au cas précis qu'a eu à connaître la Cour. On va souvent vous donner des arrêts de principe, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact juridique, qui vont parfois forger de nouvelles notions de droit. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, il va falloir vous pencher, vous arrêter sur la portée. Ça vous permettra de remettre cette partie, l'arrêt dans son contexte jurisprudentiel. Est-ce qu'on efface par exemple un revirement de jurisprudence? C'est une possibilité. Est-ce qu'il va connaître une forte postérité? Tout ça, vous allez devoir l'indiquer dans la partie portée. Attention à ne pas en ajouter trop, parce que si vous allez trop loin, vous risquez de basculer dans un exercice différent qui pourrait être un commentaire d'arrêt ou un proto-commentaire d'arrêt. Mais enfin, si vous êtes face à des arrêts qui ont un impact très fort, soit parce que c'est un revirement de jurisprudence, soit parce qu'ils ont une très très importante postérité, c'est difficile de ne pas le mentionner en fin de fiche d'arrêt. Si vous avez fait toutes ces parties, présentation de l'arrêt, rappel des faits, rappel de la procédure, les thèses en présence, le problème de droit qui est posé et la solution que va y apporter la juridiction que vous êtes en train d'examiner, et la portée bien sûr de cette décision éventuelle, vous êtes parfait. Vous allez pouvoir construire votre fiche, elle sera en tout cas du point de vue de la structure irréprochable. Intégrer cette séquence, ces éléments, est très important. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est d'une grande clarté. Et vous-même, si demain vous avez à prendre connaissance d'une décision de justice, la voir présentée sous cette forme vous fera gagner un temps extrêmement précieux. Donc, mettez-vous bien en tête ces différentes parties de la fiche d'arrêt et n'hésitez pas à la mettre en œuvre dans les différents enseignements dont vous pouvez bénéficier.